Puis avec cette crise sanitaire, donc merci infiniment d'être venu. Moi, je suis Gaëlle Drevaux, je suis celle qui vous envoie des mails pour les invitations, pour la campagne zéro alcool pendant la grossesse. Et je vais laisser la parole à Virginie Pailloux, qui est administratrice à la Coréade. Merci Gaëlle. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis ravie de vous accueillir au nom de la Coréade. La Coréade, c'est une association qui est née en 2020 de la fusion de 3 autres associations régionales. Agir 33 qui était plus sur la Gironde, Resapsad local ici, et puis Adiclim. Et la Coréade a pour mission d'accompagner la communauté des professionnels de santé qui travaillent ou qui œuvrent, qui accompagnent des personnes, en tous les cas, dans tout ce qui concerne les conduites addictives. Alors la Coréade, c'est une équipe de 15 salariés. Donc je tiens à les féliciter pour leur dynamisme et leur engagement constant et qui vont proposer différentes formes d'aide pour les professionnels de santé, des secteurs médicaux, psychosociaux, tous les acteurs qui peuvent accompagner des personnes qui sont en difficulté avec leur conduite addictive. Alors, c'est des vastes projets autour du tabac, la déclinaison du mois sans tabac en région, la journée annuelle Tabakit qui aura lieu, on espère vraiment cette année, le 6 octobre à Arcachon. Le vaste projet Last Tabac, qui est encore en cours d'expérimentation, mais qui vise à regrouper sous forme de communauté professionnelle toutes les personnes tous les professionnels qui ont souci d'une santé sans tabac, en les regroupant sur les territoires au plus proche des personnes qui auraient besoin d'être accompagnées. La Coréade, c'est aussi des outils pratiques, un site annuaire AddictoClick, un site de tutoriel AddictoTuto. C'est la Coréade aussi des actions avec les délégués santé-prévention qui effectuent des visites de santé publique auprès des médecins généralistes en particulier. Alors j'oublie sans doute encore des actions, expériences animées, pharmaciens et tabac, etc. Et puis la Coréade, c'est aussi donc le CRAG, le Centre Ressources Addiction et Grossesse, qui a été créé en 2016 sous l'impulsion de l'ARS Nouvelle-Aquitaine en réponse à une sollicitation de la MILDECA, et je tiens à remercier ces 2 instances pour leur soutien permanent. Donc le CRAG a pour mission globale de prévenir, de repérer et d'aider à la prise en charge des personnes qui présenteraient des conséquences de la consommation de substances psychoactives pendant la grossesse. Alors c'est apporter une aide sous différentes formes à l'ensemble des professionnels qui sont amenés à rencontrer des personnes, des femmes qui sont enceintes ou des femmes qui ont un désir de grossesse, mais aussi leur entourage. Alors ce colloque en particulier, tu m'as dit que c'était le 5e ? C'est la 5e édition, tout à fait. 5e édition du colloque Grossesse et Addiction est organisée donc par le CRAG dans le cadre de la grande campagne de santé publique France Zéro alcool pendant la grossesse qui a débuté donc le 9 septembre avec la journée internationale de lutte contre les troubles consécutifs à la consommation de substances psychoactives, plus particulièrement d'alcool, pendant la grossesse. Et le CRAG, accompagné du réseau Périnate Aquitain, va promouvoir cette campagne tout le mois de septembre sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Alors, nous sommes aujourd'hui rassemblés donc, pour ce colloque. Et le CRAG a pensé pouvoir partager avec les professionnels des informations, partager des échanges autour de l'intervention d'experts du champ des addictions et ou de la périnatalité, mais également le partage d'expériences de patients et de leur entourage. Alors, dans le cadre un peu particulier actuel, toute l'équipe de la Coréade va vraiment faire son possible pour pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions et que vous passiez tous un bon moment.
Je vous remercie tous pour votre présence, les participants qui sont venus des 4 coins de l'Aquitaine, parfois au-delà. Mesdames et messieurs les intervenants, merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience et votre expertise. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Nicolas Pris, président de la MILDECA. Bonne journée à tous. Juste quoi boire comme ça. Ouais, je vais le mettre, on va le mettre là. Super, merci. Bien, bonjour à toutes et tous et effectivement, bravo d'avoir organisé cette manifestation dans les conditions actuelles. Un salut particulier donc à vous-même, Madame Payou, à Gaël Drevaux bien sûr, et puis au président de la Fédération Addiction, cher Jean-Michel, que je suis content de retrouver ici. C'est très important la thématique évidemment qui va être abordée aujourd'hui pour le médecin de santé publique que je suis, compte tenu des conséquences pour les femmes, les couples et les enfants. Et c'est très important de soutenir, si je puis apporter un peu d'aide, un événement régional. La MILDECA, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Je me permets ce petit raccourci parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours dans les journaux. On s'occupe de l'ensemble des conduites addictives, avec produits et sans produits. Historiquement, on est venu sur le terrain des drogues illicites et puis évidemment pour des raisons qui ont trait au fait que les mécanismes finalement sont souvent les mêmes pour les personnes qui souffrent d'addiction et compte tenu des impacts de santé publique, on est arrivé sur la question naturellement du tabac, qui est un de mes combats vraiment importants, et puis on s'intéresse désormais à toutes ces addictions sans produit. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de coordonner l'action publique dans ses diverses composantes, et la MILDECA s'intéresse autant à la lutte contre les trafics de stupéfiants qu'à l'évaluation de l'efficacité des salles de consommation à moindre risque. C'est ce grand écart de la politique publique française que j'assume totalement. Et donc, avec un angle que j'ai tenté de développer depuis plusieurs années et qui explique en partie ma présence ici, c'est le fait de s'appuyer davantage et de soutenir davantage les initiatives locales. Alors on le fait au travers d'un réseau de chefs de projet MILDECA dans les territoires, qui sont les directeurs de cabinet des préfectures, qui ont quelques moyens tout à fait incomparables dans le champ de la santé à ce que peuvent faire les ARS, mais qui peuvent faire le lien avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs de santé et qui sont importants, ne serait-ce que pour faire respecter un certain nombre d'interdits qui protègent. Je pense en particulier à la vente d'alcool et de tabac aux mineurs. Notre soutien s'exprime très clairement dans le fait que notre équipe désormais est à la fois composée d'experts de leur champ, et je suis heureux de saluer et de présenter Corinne Drougard qui m'accompagne, qui est sur les questions de santé publique à la MILDECA, mais chacun de ces experts, et Corinne en particulier, sont aussi responsables pour des territoires de l'impulsion, de l'aide que l'on peut apporter aux préfectures, aux ARS, aux acteurs locaux. Et Corinne est entre autres chargée de la Nouvelle-Aquitaine avec Lucille de Maublanc, qui est magistrate. Et on a donc un duo, un binôme qui est à votre disposition aussi si vous avez des projets intéressants à soutenir dans la globalité, on va dire, de notre action. Autre partenaire qu'on essaye vraiment de soutenir de manière très volontariste, ce sont les collectivités territoriales. On pense depuis plusieurs années que c'est souvent au plus près des individus, avec l'implication des pouvoirs politiques locaux, qu'on arrive à faire bouger les choses. On a soutenu sur 2 grands appels à projets, on n'a pas pu en faire en 2020, non pas pour les raisons de Covid, mais pour les raisons d'élections municipales. On a soutenu 25 collectivités, plus ou moins grandes, en tout cas sur toute la France, avec des collectivités également dans les territoires ultramarins. Et quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur approche du sujet, en tout cas, si elles sont d'accord en termes d'objectifs pour nous accompagner vers une baisse des niveaux de consommation, en particulier des jeunes, on est auprès d'elles et on a désormais créé un réseau, je trouve, assez dynamique, avec des maires qui s'engagent, et c'est relativement satisfaisant, je trouve, pour l'avenir. Mais bon, je ne vais pas vous parler de la MILDECA et de l'ensemble de vos actions, je suis plutôt là pour essayer de parler de vous-même, de vos sujets et de l'action remarquable que vos 2 associations mènent aujourd'hui. Peut-être replacer ça tout de même dans un contexte un peu national et d'abord des conduites addictives et des enjeux qui sont ceux de la MILDECA, les miens en tout cas, et
les sources à la fois d'inquiétude et qui doivent nous stimuler pour l'action, que l'on soit pouvoir public ou professionnel. Je trouve que la crise du Covid a eu un avantage, c'est qu'il nous a donné une jauge de ce que c'est qu'une mortalité assez insupportable en France. On a 31 000 morts du Covid aujourd'hui. Le tabac, c'est 75 000 chaque année. L'alcool, c'est plus de 40 000. C'est des chiffres qu'on oublie à force de les répéter. Je ne vous parle même pas de la question financière. Quand on dit que le gouvernement, il a raison, se satisfait d'un plan de relance à 100 milliards d'euros, eh bien, le tabac, ça coûte 120 milliards d'euros chaque année, et l'alcool, ça coûte 120 milliards d'euros chaque année. Donc on a là des chiffres qui donnent un peu le vertige, qui ne cessent d'être répétés et qui, en même temps, sur certains aspects, nécessitent encore d'entraîner un niveau de mobilisation. Il y a des choses qui fonctionnent, cela dit. Il y a des choses qui fonctionnent et je crois que le tabac a été un bon exemple de politique publique, sans doute parce qu'on n'a plus d'industrie du tabac en France. Hein, c'est un élément extrêmement important, on le verra pour l'alcool. Mais les résultats ont été bons ces dernières années avec un alignement et des professionnels et des leviers politiques et en termes de politique publique pour faire avancer la lutte contre le tabagisme. Mais on a encore 25% de la population adulte qui fume quotidiennement du tabac. Je vous rappelais également le chiffre de ce qu'on appelle le coût social, 120 milliards d'euros. Et puis, après ces années où on a engrangé un certain nombre de bons résultats, je suis actuellement dans une phase où j'ai le sentiment que les choses sont un tout petit peu moins bien emmanchées. On l'a vu déjà dans le baromètre tabac de Santé publique France pour l'année 2018 avec un coup d'arrêt de la baisse. On est plutôt sur un plateau. Et ce qu'on a observé pendant la crise sanitaire et le confinement en particulier, c'était que finalement, le fait d'être chez soi, dans un environnement un peu plus angoissant sans doute avec les mauvaises nouvelles qui nous tombaient dessus régulièrement, a fait malheureusement que beaucoup de fumeurs se sont mis à fumer davantage ou que d'anciens fumeurs se sont mis à reprendre la cigarette. C'est donc un sujet, me semble-t-il, de grande vigilance à avoir. Ne nous endormons pas sur les succès des années précédentes et soyons extrêmement vigilants sur la question du tabagisme. Sur l'alcool, la question est un peu différente. On a, même si on a le même pourcentage, finalement 25% de fumeurs quotidiens, on peut se rappeler ce chiffre de 25% également des Français qui sont au-dessus des repères de consommation à moindre risque. Repères qui sont scientifiquement désormais établis, qui s'accompagnent, me semble-t-il, de vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'alcool n'a aucun bénéfice sur la santé. C'est quand même quelque chose qu'on laisse encore entendre à petite dose, etc. Non, il n'y a aucun bénéfice. Et au-dessus des repères de consommation, on a des problèmes de santé, on a statistiquement des problèmes de santé qui peuvent arriver. Avec une dimension, parce que là encore, quand on essaye de convaincre des politiques, des acteurs divers et variés de la nécessité d'avoir une politique de réduction des consommations à risque d'alcool, je ne tombe pas du tout dans la caricature de la prohibition. J'essaye vraiment il faut arriver à être un peu subtil sur ce sujet-là, mais un argument qui fonctionne relativement bien et qu'on va essayer de documenter un peu plus à partir de l'année prochaine avec l'aide du service statistique du ministère de l'Intérieur, c'est le lien entre les consommations d'alcool et les violences, au premier rang desquelles les violences envers les femmes. Et ça aussi, c'est une leçon du confinement. On a vu une augmentation des consommations d'alcool pour les patients particulièrement dépendants. On ne l'a pas vu tellement en population générale, mais ce qu'on a vu, c'est une véritable augmentation des violences envers les femmes et les enfants au sein du foyer, en lien avec les consommations d'alcool. Il suffit d'aller, quand je sors d'ici, je vais voir le procureur, je suis certain qu'il va me dire ce que me disent tous les acteurs de terrain, c'est un lien très fort entre les crimes, les délits et les consommations d'alcool excessives. Donc c'est un argument, je trouve, qui en ce moment, il faut un peu profiter de certains débats ambiants dans la société, peut marquer afin d'essayer de diffuser davantage ces repères de consommation à moindre risque. J'ajoute qu'on est dans une région où, et j'en parlais hier avec un certain nombre d'acteurs, les fêtes votives, comme on dit, les férias, etc., sont l'occasion souvent, et il ne s'agit pas encore une fois de ne pas respecter une tradition, une culture, mais sont souvent l'occasion quand même de bitures absolument incroyables, voire c'est presque l'objet principal parfois d'une partie de la population, c'est d'aller boire énormément, de faire des overdoses d'alcool en gros, c'est à peu près le sujet. Et je pense que il faut avoir bien à l'esprit ces repères-là. Le cannabis, Jean-Michel en parlera cet après-midi, je crois, sur la question des liens entre grossesse, enfance, adolescence et cannabis. Bon,
C'est un sujet de préoccupation vraiment, alors très au-delà du débat sur la légalisation, etc., parce qu'on ne peut pas se limiter à ça, mais il faut rappeler un certain nombre de choses extrêmement simples sur ce sujet-là. 900 000 consommateurs quotidiens aujourd'hui. Je fais référence encore à une conversation qu'on avait avec le président de la Fédération Addiction récemment. C'est probablement 900 000 usagers problématiques, c'est des gens qui ne maîtrisent pas bien leur consommation. Et là encore, une des leçons de la crise du Covid, ça a été le fait qu'un certain nombre de personnes, particulièrement dans des milieux finalement qui ne posent pas tellement de problèmes, se sont aperçus au fur et à mesure des jours qui passaient qu'ils étaient dépendants à ce produit. Première soirée sans cannabis, très bien, bon, je gère, ne vous inquiétez pas. Deuxième, ça commence à être plus compliqué. Et puis troisième, je vais quand même aller chercher, parce que c'est véritablement, il faut arriver à se mettre dans le crâne que ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de dépendance au cannabis, c'est une erreur. Vous le savez tous parce que vous êtes spécialistes, mais c'est quand même un petit peu dans le débat ambiant, encore une fois aujourd'hui, un vrai, parfois des vérités largement travesties qui nous sont renvoyées. Dernier sujet de préoccupation, et je m'excuse pour ce prisme un peu par produit, mais ça permet de nommer les choses et c'est quand même important pour vous-même et souvent les consommateurs. La cocaïne et d'une manière générale les psychostimulants. Je relisais dans le rapport européen sur les drogues qui a été publié il y a 2 jours que à peu près 30% des comprimés d'ecstasy qui ont été saisis en Europe en année 2018, je crois, l'ont été sur le territoire français. Non pas que tout ça soit destiné à la consommation française, mais là encore, que ce soit cocaïne, ecstasy, une diffusion au-delà des cercles qui traditionnellement consommaient ces produits, artistes, personnalités politiques, personnes du showbiz, etc. Il y a beaucoup de fêtes désormais, vous le savez, où circulent ces produits. Ça, c'est pour le panorama un petit peu général des consommations au niveau national. J'ai dit un mot tout à l'heure en parlant des fêtes, de la question singulière de la Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'il faut dire un mot aussi des consommations en Nouvelle-Aquitaine, en particulier chez les jeunes. Ce n'est pas un très bon positionnement de la région par rapport au national. Les jeunes, ça veut dire aussi les jeunes femmes en âge de procréer. Et on est dans une situation où, s'agissant notamment du tabac et de l'alcool, on n'est pas dans une position qui soit ici tout à fait à la hauteur, je pense, des ambitions de vous-même et des pouvoirs publics. L'ARS en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, pour le panorama des données qui, moi, me préoccupent et qui fondent un petit peu mon action. Je crois que c'est important d'avoir ce genre de rencontre aujourd'hui entre des professionnels de l'addictologie, des professionnels du milieu de la périnatalité, pour essayer justement que vous fassiez ces liens entre des situations qui sont au départ pas forcément faites pour se rencontrer, mais qui de fait se rencontrent dans la vie des femmes, de leurs compagnons et la vie future des enfants que vous apprenez auxquels vous apprenez à faire les premiers pas, parfois avec des handicaps qui sont causés par les consommations de leur maman. Alors on le sait, et j'ai été très heureux que vous prononciez tout à l'heure une forme de plaidoyer, je ne sais plus où est Madame Payou, par là, bon, peu importe, mais un plaidoyer aussi pour ne pas oublier la question du tabac, en particulier pendant la grossesse, souvent négligée. Alors pourtant, les enquêtes nous disent bien que la question du tabac est une question qui est souvent abordée en consultation, mais la solution est rarement proposée en réalité. Et on a en fait cette ambiguïté sur le suivi des grossesses en France, avec des questions qui sont: le tabac est à peu près abordé, l'alcool déjà beaucoup moins, le cannabis quasiment pas du tout, et des solutions qui ne sont pas proposées. Et je trouve que, pour avoir lu un peu des documents et discuté avec certains d'entre vous, l'avantage à la fois de la Coréade et du CRAG, on partage tous les trois des acronymes insupportables. Enfin, Mildeka, c'est pareil, c'est terrible. C'est quand même d'arriver justement à fournir un outillage qui permet de travailler le plus en amont possible, à la fois sur le repérage et puis sur l'aide à la prise en charge par les services qui habituellement sont concernés, mais aussi en lien évidemment avec les spécialistes de l'addictologie lorsque c'est nécessaire, et bien entendu sans aucune stigmatisation pour les femmes qui sont exposées et qui exposent malgré elles leur enfant aux effets de ces produits. Je voulais aussi rappeler une enquête pour parfaire un petit peu peut-être le paysage au niveau des expositions durant la grossesse, une enquête de l'INSERM, de l'équipe de Maria Melchior, qui fournit beaucoup de données intéressantes, qui est issue du baromètre santé Île-de-France 2016,
et qui a bien montré que les femmes qui ont des consommations de produits psychoactifs pourraient avoir plus de grossesses non désirées et des difficultés finalement à une contraception fiable. Et j'entendais ce matin à la radio qu'on vient de battre le record du nombre d'interruptions de grossesse l'année dernière. On est à des niveaux qui évidemment nous interrogent aussi peut-être sur la responsabilité d'un certain nombre de consommations dans la non-maîtrise de sa vie affective et sexuelle. Donc on le voit bien, au travers des outils que vous développez, vous répondez à un premier enjeu qui est bien de fournir un certain nombre de repères et d'outils simples à utiliser pour davantage repérer, évoquer avec la femme et son compagnon. Enfin, j'essaie toujours d'associer l'entourage immédiat parce que je pense qu'il a une responsabilité assez fondamentale sur ces sujets-là. Et puis, le cas échéant, de commencer à traiter, à prendre en charge dans les meilleures conditions les addictions ou les consommations problématiques au tabac, à l'alcool. Mais la consommation problématique à l'alcool, elle est immédiate puisqu'il n'y a pas de consommation normalement pendant la grossesse. Enfin, c'est ce que l'on souhaite. Voilà, et c'est assez intéressant, on en parlait encore une fois avec Jean-Michel Delisle il y a quelques secondes, de voir quand même que dans le rapport de la Commission des 1000 premiers jours, cette préoccupation est encore avancée, si j'ose dire, dans le temps, et ça me conforte dans quelque chose qu'on essayait nous-mêmes de porter depuis un certain temps. C'est finalement, dès le moment où on a l'idée d'une conception d'un enfant, qu'il faut se préoccuper de ces consommations-là. Si c'est lors du premier entretien de grossesse, je pense que c'est évidemment beaucoup plus tard. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que les professionnels qui soient, me semble-t-il, au contact d'un couple, d'une jeune femme en particulier, dès le désir de grossesse, commencent à évoquer cette question de l'arrêt possible ou non, ou de l'aide qui est nécessaire de mobiliser pour arrêter les consommations de tabac, d'alcool et le cannabis. Et en ça, la visite préconceptionnelle qui est recommandée par le rapport, avec la recherche des facteurs de risque, y compris des consommations, me semble être quelque chose de tout à fait important. Mais pour bien orienter, et je le connais plus en médecine générale, ce sujet que vraiment dans le champ de la périnate sans doute, mais il faut aussi se sentir, quand on est un généraliste, comme sont beaucoup de personnes qui finalement rencontrent les femmes au début de leur grossesse, si on dépiste quelque chose qui pose un problème et pour lequel on ne se sent pas d'attaque, il faut derrière un réseau de spécialistes qui prennent en charge. Il faut une fluidité, il faut avoir organisé le parcours de ce couple, de cette femme, de façon à pouvoir apporter les réponses quand on ne se sent pas d'attaque pour le faire. Et je crois que c'est ce que vous travaillez particulièrement bien. Je crois que vous avez un système qui s'appelle Addictoclick qui permet de repérer assez vite les professionnels qui peuvent prendre en charge des situations un peu plus compliquées. C'est quelque chose dont souffrent les généralistes pour la plupart des addictions en dehors de la période de périnatalité. Et c'est parfait si effectivement ici vous arrivez à donner confiance aux professionnels de première ligne pour qu'ils puissent ensuite passer la main dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Donc merci évidemment d'avoir travaillé cet axe. Ce que l'on pense aussi, mais j'imagine que vous le partagez, c'est l'intérêt d'aller sensibiliser au-delà du cercle des professionnels traditionnellement concernés, cette période très particulière de préconceptionnelle ou au moment des premiers entretiens pendant la grossesse. Je pense en particulier à certaines assistantes sociales que des femmes en situation de vulnérabilité rencontrent régulièrement. On pourrait imaginer tout de même arriver à les sensibiliser également à ce type de risque pour qu'elles transmettent un certain nombre d'informations simples. La médecine scolaire peut-être, la médecine universitaire sans doute également. Les étudiants relais santé sont des gens avec lesquels on travaille bien et après tout, ça peut être quelque chose qui aussi peut faire l'objet de messages relativement pragmatiques et simples. Et je voudrais vous signaler à ce titre, pour les personnes en situation de vulnérabilité, pardonnez-moi, je reviens un petit peu en arrière, mais une initiative du Fonds de lutte contre les addictions. Alors le Fonds de lutte contre les addictions, en gros, c'est beaucoup d'argent, c'est 115 millions d'euros chaque année, qui sont gérés par l'assurance maladie, la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'offre, enfin en bref, l'assurance maladie, le ministère de la Santé et la MILDECA, et on fait chaque année des appels à projets pour distribuer cet argent dans le champ des addictions, à l'exception notable des addictions sans substance pour le moment. Une partie de cet argent pour l'année prochaine va être réservée à un travail qui est en train de mener l'assurance maladie, qui est de prendre
de prendre contact avec l'ensemble des conseils départementaux pour voir si à la fois du côté des PMI, du côté de l'aide sociale à l'enfance et du côté du planning familial également, on a possibilité d'aider à ce que ces services s'embarquent un peu plus dans le mouvement de mobilisation contre les addictions. Je crois beaucoup à cette histoire-là. On part de loin sur beaucoup de territoires. Ce n'est pas très évident. C'est des services parfois exsangues, parfois pas du tout à la page sur certains sujets. En tout cas, on sait tous que les trajectoires, notamment des enfants qui ont été confiés à l'ASE, sont des trajectoires à haut risque pour les conduites addictives. Les PMI, c'est un formidable service de proximité, mais qui, à mon sens, sur les questions d'addiction, ne joue pas encore suffisamment son rôle. Et si une partie du fonds de lutte contre les addictions permet d'embarquer certains territoires les uns après les autres, ce sera, me semble-t-il, de bon augure, là encore une fois, pour l'avenir. Voilà, j'ajoute, et j'en parlais avec quelqu'un dans la salle tout à l'heure, la présidente de Vivre avec le SAF, qu'évidemment, le fonds de lutte contre les addictions est ouvert à des projets nationaux portés par la société civile, mais aussi des tas de projets qui sont portés par les ARS, puisque les ARS reçoivent pas mal d'argent, de mémoire, entre 35 millions d'euros, je crois, pour l'ensemble du territoire. Donc sachez que je ne trouve pas qu'on soit dans une période trop tendue en termes de moyens. On est toujours à chercher les meilleures organisations pour faire profiter tout le monde de ces moyens avec une exigence de qualité, mais c'est quand même relativement intéressant de savoir ça. Voilà, j'espère pas avoir été trop long, cher Gaël. Ça a été, en tout cas, pour moi, un plaisir de vous dire un petit peu ce à quoi je crois et de vous saluer au travers de mon propos, de vous souhaiter de belles journées. Ne banalisons pas ces histoires de consommation en population générale, surtout pendant ce temps très particulier de la grossesse, tant pour la femme, l'enfant, l'entourage. Ne dramatisons pas non plus, ne stigmatisons jamais les consommateurs, mais restons bien mobilisés là-dessus. Et merci encore de votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Pris, de nous avoir fait l'honneur, en fait, de faire l'ouverture de ce colloque. L'ARS ne peut pas être parmi nous, néanmoins, elle a tenu à faire un discours. Le représentant de l'ARS, c'est Monsieur Erwan Otes, qui est chargé de mission. On est beaucoup en lien avec lui. Donc voilà, on va le voir en vidéo, si on veut bien lancer la suite. Voilà. Encore une fois, il se prie de s'excuser, mais vu le contexte que nous traversons. Bonjour à tous et à toutes. Je vais dire quelques mots au nom de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine pour introduire cette journée. Je commencerai par remercier les organisateurs, la Coréade, le réseau périnatalité pour l'organisation de cette journée, qui est un moment important pour discuter et débattre de ce thème pour lequel l'ARS Nouvelle-Aquitaine est fortement impliquée. Je remercie les participants aussi. Je remercie la MILDECA et son président, M. Pris, de s'être rendu dans notre région à l'occasion de cette journée pour visiter aussi des structures qui accompagnent les femmes et les personnes souffrant d'addiction. Alors je vous prie sincèrement de bien vouloir excuser l'absence de l'ARS à cette journée, des difficultés d'agenda liées à la situation actuelle nous empêchent d'être présents physiquement, mais je sais que cette réunion, cette journée sera enregistrée, et donc nous aurons la possibilité de pouvoir écouter les échanges. Juste en introduction, je souhaitais juste revenir peut-être sur 3 enjeux qui nous paraissent importants au niveau de la situation des femmes, notamment dans leur désir de grossesse ou en situation de grossesse par rapport à leurs addictions et notamment à l'alcool. D'une part, c'est l'enjeu de leur repérage systématique. Les études montrent qu'il y a encore en France beaucoup de troubles liés à l'alcoolisation fœtale ou voire des syndromes d'alcoolisation fœtale, et notre région n'est pas épargnée par cette situation. Donc chaque fois où une femme dans un contexte de grossesse rencontre un professionnel de santé ou un professionnel qui l'accompagne dans cette démarche,
c'est entre guillemets une perte de chance si cette question de la consommation de substances psychoactives, tabac, alcool, cannabis, autres, n'est pas abordée. Or, les travaux de la Coréade et du CRAG montrent que aujourd'hui, on commence à avoir une vision des profils des femmes qui sont concernées par ces situations-là, avec une diversité de profils, hein, de personnes soit en précarité sociale, soit avec des troubles psychiatriques, soit victimes de violences ou d'abus, mais aussi des profils sociaux avec un niveau d'éducation élevé, bien insérés socialement, avec un usage festif de l'alcool qui font que eh bien, des femmes continuent de consommer malgré leur situation d'avoir un enfant. Donc cette question du repérage nous semble absolument nécessaire et elle pose cette question de l'articulation et du décloisonnement entre les acteurs de la périnatalité et de la prévention et de l'accompagnement en addictologie. Le CRAC disait que c'était une rencontre délicate. C'est un véritable enjeu que les professionnels de la périnatalité et de l'addictologie dans chaque territoire se connaissent, travaillent ensemble, soient en capacité de mutualiser leurs compétences pour qu'une personne repérée avec une difficulté puisse être accompagnée et prise en charge avec les compétences de chacun. Et là-dedans, je pense que le centre régional alcool et grossesse, le CRAG, a un rôle de centre ressources tout à fait important à jouer pour former, doter les acteurs d'outils. Et donc l'ARS est très attentive à poursuivre le soutien à la Coréade sur ce projet. Et puis un troisième enjeu sur lequel on peut quand même revenir, c'est la controverse sur le principe de quel message on envoie aux femmes dans la situation de grossesse mais qui continueraient de consommer. C'est un public pour lesquels la médecine dicte d'envoyer des messages d'abstinence parce que l'enfant ne peut pas se protéger de recevoir de l'alcool. Donc il y a vraiment un enjeu d'avoir des messages qui soient adaptés par rapport à ce que peut entendre la femme pendant cette période, mais les parents aussi. Et certainement un discours qui serait uniquement fondé sur zéro alcool pendant la grossesse est entendable pour la plupart des femmes, mais pour les femmes qui continueraient de consommer, on a quand même à avancer sur cette ligne. Sur cette question d'alcool et grossesse, il y a quand même un mot qui revient souvent, c'est le mot tabou. C'est un tabou pour les femmes du coup qui continuent de consommer. C'est un tabou pour une partie des soignants qui du coup n'osent pas aborder la question. Et puis ça pourrait être aussi un tabou pour les institutions qui resteraient figées sur un discours unique de l'abstinence, alors qu'on voit bien qu'il faut mettre en place d'autres types de messages et d'autres types d'accompagnement. Donc là-dessus, si on reste tous dans cette forme de tabou à différents niveaux, on restera tous aussi dans une forme de culpabilité et les choses évolueront trop lentement, quoi. Donc j'espère vraiment que ce colloque, les débats actuels en lien avec les travaux engagés par la MILDECA, qui nous sont précieux en termes de recommandations et de lignes de conduite à tenir, permettent à la fois de débattre et de faire bouger les lignes sur une situation qui n'est ni vraiment acceptable au niveau de l'alcool, ni au niveau du tabac et des autres produits. Voilà, en quelques mots, je ne vais pas être plus long, hein. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bons travaux dans cette journée. Encore une fois, merci à la Coréade de l'organiser dans un contexte un peu particulier.